Rebonjour Suleiman, j'espère que tu vas bien. Très 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 heureux de te recevoir et d'évoquer avec toi ce thème autour de la blockchain de smart contract. Bonjour, Tidiane. Bonjour tout le monde. Euh, Heureux aussi, voilà, d'avoir été invité. Et j'espère qu'on partagera un de très bons moments ensemble. Je l'espère aussi également. Merci encore à tout le monde, hein. On va encore patienter 2-3 minutes. Merci Rafik, Fabien, Habib, Bintou, Salimatou. Écoutez, on pourra tout de suite commencer donc rapidement. Pour ceux qui participent à la première fois à cette session, à nos sessions cybercafé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 19e session de Live LinkedIn. Donc, on se réunit tous les samedis à 9h GMT, 11h heure de Paris, autour d'un thème autour du numérique. Donc, déjà, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ouattara Suleiman sur ce sujet de blockchain, de smart contract. On verra ensemble ce que c'est la blockchain, ce que c'est les smart contracts. On verra un peu les cas d'utilisation aussi également. On parlera bien évidemment des risques liés à ces concepts, à ces technologies. Et on reviendra ensemble aussi également sur les concepts autour de ça, notamment NFT, défis, si le temps nous le permet. Donc, il reviendra aussi également sur les grandes étapes de conception et de développement d'une blockchain. Donc voilà, je sais que c'est un sujet assez vaste. On essaiera autant que possible de pouvoir rester focus sur la blockchain et les smart contracts, mais et bien évidemment, vous avez, comme d'habitude, l'opportunité de poser toutes vos questions et participer activement à la session. Donc, le temps que les autres puissent nous rejoindre, je vais laisser la parole à Suleiman qui va se présenter et on va tout ensuite après commencer la session. Bonjour et bonjour à ceux qui étaient là, bonjour à tous. Suleiman Ouattara, euh, développeur mobile et web à la base. Donc, mon parcours a été essentiellement sur la conception des sites web et donc, ou des applications web. Voilà, là où j'ai travaillé pour deux entreprises. L'une pour la conception voilà, de sites web et l'autre pour l'intégration de, de certaines fonctionnalités ou sinon d'applications web pour des écoles, pour des hôpitaux, des cliniques, etc. Et aujourd'hui, je suis développeur blockchain, donc à Earthchain, qui est une entreprise de recherche et qui se spécialise voilà, dans la conception des solutions blockchain. Et mon travail, c'est essentiellement de concevoir des applications autour de la blockchain, donc notamment appelées des dApps, et donc en utilisant bien entendu les smart contracts. Donc on aura le temps d'en parler. D'accord. Donc, merci Suleiman. Donc rapidement en ce qui me concerne, hein, je suis Amadou Tidiane Diawara, je travaille dans cette équipe qui organise ces sessions cybercafé. Euh, et je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Donc j'interviens dans ce domaine depuis 3 à 4 ans, notamment sur les problématiques de conformité, de résilience. Donc j'accompagne un grand compte dans sa stratégie de conformité au règlement européen DORA. Je fais aussi également tout ce qui est autour, notamment ISO 27001, NIST et NIS, NIS européen. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, Suleiman. Déjà, pour moi qui ne suis pas forcément focus euh, blockchain, ou pour mon petit frère, pour un lycéen, pour un collégien, au-delà, bien évidemment, de la question, de la définition qu'on connaît tous ou qui est sur Internet, concrètement, c'est quoi la blockchain? D'accord. Bon, avant d'expliquer, comme je l'explique à peut-être mon neveu de 10 ans, il faudrait que je donne déjà une vue d'ensemble. Euh, Même si la définition se trouve un peu sur Internet, mais il faudrait que chacun ait au moins une idée de ce que c'est. Donc,
vous pouvez le voir un peu partout. Tout le monde a sa réponse là-dessus. La blockchain, en fait, est définie comme étant une technologie de stockage et de transformation d'informations de façon transparente et sécurisée qui fonctionne sans organe central de contrôle. Donc, ça, c'est la définition globale. Maintenant, concrètement, ce que c'est, je prends un exemple. Tout à l'heure, nous sommes là dans, dans le réseau, voilà, sur le live. Euh, Chacun de nous détient un bloc-notes. Donc, on décide de jouer à un jeu. Voilà. Donc, chacun a son bloc-notes et pourra noter voilà, des actions qu'il voudrait faire. Donc, moi, je décide par exemple de faire une action. Je l'écris dans, dans mon bloc-notes et je montre en fait cette action à tous ceux qui sont ici présents. Donc, pour plus de transparence, il faudrait que tout le monde soit d'accord en fait avec l'action que je veux mener. Est-ce que ce que je veux faire est établi dans les règles du jeu? Est-ce que ce que je veux faire se fait réellement dans le jeu? Donc, quand je le montre, si tout le monde ou la majorité de notre réseau est d'accord, alors chacun écrit en fait l'action que je viens de faire dans son bloc-notes à son tour. Donc, ça fait que chacun a une idée de ce que j'ai fait comme action. Donc, si il y a Fabien qui veut faire une action, c'est la même chose, c'est le même procédé. Donc, il informe en fait tout le réseau qu'il voudrait faire une action. Et si tout le monde aussi est d'accord, on l'ajoute. Mais là, c'est que l'action de Fabien sera liée à moi, mon action. Donc, dans notre bloc-notes. Donc, mon action vient en premier, l'action de Fabien arrive, donc ainsi de suite. De sorte à ce que ça soit des informations liées entre elles. Donc, le fait d'écrire ces informations-là dans le bloc-notes, ça s'appelle en fait des blocs. Donc, on crée des blocs dans notre registre, qui est notre bloc-notes. Et une fois que c'est écrit, tous ceux qui auront validé l'action que je devrais mener ou que Fabien devrait mener, cette action aussi est appelée le consensus. Donc, on est tous d'accord que Fabien fait une action qui est légale dans notre jeu. Donc, ça, c'est le consensus. Donc, d'où, en fait, le nom de blockchain. Donc, une chaîne, en fait, de blocs. Donc, c'est ces blocs-là qui contiennent différentes informations. Et ce qui fait, en fait, la particularité, c'est que la blockchain euh, est de nature immuable. Donc, toute information enregistrée dans la blockchain ne peut être modifiée ou altérée. Donc, c'est ce qui est très intéressant dans, dans ce cas-là. Donc, voilà un peu comment on pourrait décrire la blockchain. Mais après, il faudrait aussi que je vous parle des caractéristiques que devrait avoir une blockchain. Voilà. Donc, une blockchain, normalement, se définit sur trois caractéristiques principales. Donc, on a l'immutabilité, donc j'ai parlé un peu. Donc, aucune information ne devrait être modifiée ou altérée, ça c'est déjà bon. On a la décentralisation. Donc, il faudrait que la blockchain soit indépendante. Elle ne doit appartenir à aucun gouvernement ni à aucune entité. D'où, dans la description, dans la définition précédente, j'ai dit sans organe central de contrôle. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième point, la décentralisation et le consensus. Donc, le consensus, c'est ce que nous avons vu lorsqu'on a fait on a établi les règles et tout le monde a validé, en fait. Donc, ce sont des règles, en fait, qu'on met en place, voilà, concernant le consentement de tous les participants. Donc, chaque participant est un nœud, voilà, qu'on appelle des nœuds ou des participants. Donc, une fois que ces participants ou ces nœuds sont d'accord avec une certaine règle, on est prêt à enregistrer en fait les transactions dans la blockchain. Maintenant, euh,
il y a trois types de blockchain que vous devriez savoir. Donc, il y a des blockchains publics, il y a des blockchains privés, il y a des blockchains à consortium. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que la blockchain publique, euh, on n'a pas besoin d'accès. euh, c'est libre, c'est ouvert. Tout le monde peut y participer. Voilà, sans aucun intermédiaire, sans aucune ambiguïté. Et les blockchains privés sont plutôt destinés pour des entreprises, voilà, qui voudraient réserver certaines informations pour elles. Donc, elles vont opter pour une blockchain privée où les informations ne sont pas divulguées au grand public et les actions sont contrôlées. Donc, l'accès à la blockchain privée est contrôlé par l'entité qui met cette blockchain privée en place. Et on a aussi le dernier point, les blockchains à consortium, qui fait un peu référence à la blockchain privée. Mais sauf que ce sont des entités au lieu que cela soit une seule entité, on a plusieurs entités voilà, qui se mettent ensemble pour former une blockchain afin de pouvoir se partager les informations entre elles. Et donc, les informations vont à ceux qui ont l'autorisation voilà, de les consulter ou de les voir. Donc, voilà un peu la description de la blockchain. D'accord, d'accord. Merci d'avoir donné cette définition déjà qu'on retrouvera peut-être dans le dictionnaire ou dans le livre technique et avec cet exemple qui permet effectivement de mieux comprendre ce que c'est la blockchain. Ma question, c'est déjà aussi également pour un élève ou pour un étudiant, comment est-ce que tu expliques le concept de smart contract et quel est le lien, donc à quel moment ça intervient dans la blockchain? D'accord. Je pars toujours de la description générale. Donc, le smart contract, c'est un logiciel qui est stocké sur la blockchain et qui est utilisé en fait pour exécuter automatiquement voilà, des termes d'un contrat. Et lorsque certaines conditions établies sont satisfaites, à ce moment-là, le smart contract pourra être exécuté. Mais concrètement, comment est-ce que cela peut s'expliquer ou comment ça fonctionne réellement? Je prends un exemple. J'espère même déjà que plein de personnes vont se retrouver dans cet exemple. Je prends l'exemple de deux clubs, le Real Madrid et Barcelone. Donc, on décide euh, de faire un pari voilà, entre deux fans de ces clubs. Donc, lundi, si le Real gagne le match, je porte en fait le maillot du Real pendant une semaine. Ce sont les termes en fait du contrat. Et l'autre, à l'inverse, si c'est le Barça qui gagne, euh, je porte le maillot du Barça comme, en fait, c'est comme la punition, en griffe. Donc, mais comme les supporters du Barcelone, ils sont très connus pour être des mauvais perdants. Donc, à la fin du match, que le Real gagne le match 3-0, le supporter du Barça peut dire non, je ne peux pas m'affliger en fait cette honte de porter ce maillot. Donc, ça, c'est parce qu'il n'a pas respecté le contrat. Voilà. Mais dans un cas de smart contract, ces contrats qu'ils ont, ces termes du contrat ou ces règles qu'ils ont définies sont enregistrés dans le contrat et qui est publié en fait sur la blockchain. Et comme on le sait, la blockchain a un système immuable. Donc, toute information stockée dans la blockchain ne peut être modifiée. Voilà, il ne peut plus dire que il ne peut plus revenir en fait sur sa parole. Donc, une fois que le match serait terminé, automatiquement, les règles qui sont établies dans le smart contract vont révéler que voilà, le perdant devrait porter le maillot de l'équipe adverse, tout simplement. D'accord, d'accord. Ah, merci pour ces précisions. Je crois que c'est assez clair. Déjà, aller Madrid avant de continuer. Comme c'est un samedi, il faut qu'on reste décontracté. Et ma prochaine question, c'est est-ce que tu peux nous donner une sorte de use case pour comprendre ces concepts-là? Bon, on voit plus souvent sur Internet des explications autour
de l'immobilier. Mais concrètement, dans le cadre d'une élection, on sait qu'il y a des élections qui arrivent en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Dans le cadre d'une élection, comment est-ce qu'on peut appliquer ces concepts que tu viens d'expliquer? Ok, c'est bien pensé. Euh, Ceci a été déjà prouvé. En 2018, lors des élections présidentielles au Sierra Leone, ils ont utilisé la technologie de la blockchain pour mener à bien leurs élections. Donc, puisque ce sont des informations, on a beau répéter, hein, qui sont stockées, qui ne peuvent être modifiées, et on a la possibilité, en fait, de voir les résultats en temps réel. Donc, ils ont utilisé cette technologie, je crois bien, dans l'ouest du pays, voilà, parce que c'était la partie la plus peuplée. Donc, pour pouvoir organiser ces élections transparentes déjà, sans ambiguïté et sans vraiment de discussion de qui a vraiment perdu ou qui a gagné. Donc, c'est pour la petite information aussi, c'est une entreprise suisse, donc Agora, qui a développé cette plateforme pour le Sierra Leone. D'accord. Donc, effectivement, c'est possible de le faire. Il y a plusieurs domaines qui peuvent utiliser les smart contracts, voilà, mais là, ça peut être aussi utile dans le cas des votes. D'accord, d'accord. Ok. Bah, mais concrètement, quelles sont les grandes étapes de conception et de développement d'une blockchain? Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Et la question, c'est quoi les protocoles, les langages de programmation qui sont couramment utilisés, que ce soit pour la blockchain, pour les smart contracts? Qu'est-ce qu'on utilise concrètement? Et c'est quoi ces étapes-là? Si tu devais les décrire, c'est quoi ces grandes étapes de conception de blockchain? D'accord. Donc, pour déjà, avant de développer la blockchain, euh, il y a un langage qu'on choisit, le langage de programmation avec lequel on aimerait développer notre blockchain. Donc ça, c'est la première étape, selon moi-même déjà. Donc après, se positionner sur l'un ou sinon sur deux pôles du trilemme. Donc en griffe, ça a été appelé blockchain trilemma en anglais. Donc le trilemme de la blockchain, il y a trois principaux aspects. Donc on a la décentralisation, on a la scalabilité et on a aussi la sécurité. Donc il faudrait que une blockchain respecte ces trois, ou au minimum, il faudrait que la blockchain respecte deux de ces aspects. Mais c'est difficile en fait d'établir, de faire une blockchain en prenant en compte tous ces trois paramètres en fait. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de blockchains. Même Bitcoin, Bitcoin c'est beaucoup plus basé sur euh, sa scalabilité et puis sa sécurité. Mais la décentralisation n'était pas trop son fort. Voilà. On a Ethereum qui a utilisé la sécurité et la décentralisation. Et là qui se bat pour pouvoir boucher le trou de la scalabilité. Donc ça, c'est choisir en fait le pôle sur lequel on veut se mettre pour pouvoir développer notre blockchain. Après viendra la phase de développement à proprement dit. Donc c'est ici qu'on fera appel au protocole de hash. Voilà. Le plus utilisé déjà, c'est le SHA-256. Voilà. Il y a aussi le S-Script qu'on peut utiliser aussi. Il y a pour Ethereum, il y a le KCAC 256 qui j'utilise. Donc, définir en fait ces protocoles-là qui nous permettront en fait de créer notre premier bloc. Donc, tout part de là en fait. Donc, le bloc 0, il faudrait le créer pour après ajouter des informations, donc des méta-informations dans l'entête du bloc et ensuite dans le corps du bloc. Et ensuite, on choisit le type de consensus sur lequel on veut se poser. Donc, il y en a plusieurs, mais il y a deux qui sont vraiment utilisés. Après, les autres découlent de ces deux-là. Donc, il y a les proof of work et il y a les proof of stake. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Le proof of work, c'est plus la preuve de travail. Voilà, vous devez résoudre une énigme rapidement, mathématique, voilà, pour pouvoir trouver pouvoir valider des blocs. Et la preuve d'enjeu, donc le proof of stake, qui
permet déjà à ceux qui ont des moyens, voilà, ça c'est plus financier, il faudrait avoir des moyens. Sur Ethereum, il faudrait 32 Ethers pour être un validateur, donc pouvoir valider les transactions. Donc, choisir le consensus pour déterminer en fait comment est-ce que les blocs pourront être ajoutés à notre chaîne. Donc après, on pourrait gérer maintenant les permissions. Donc, qui pourra faire quoi? Parce que c'est vrai, on parle de décentralisation et tout, mais il y a la base en fait. Il y a des développeurs qui font des choses, il y a des utilisateurs qui font des choses, notamment parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Voilà, tout le monde ne peut pas être vraiment à 100% au même pied d'égalité. Donc, il faudrait gérer ces permissions-là. Qui pourra faire quoi? Qui pourra voir quoi? Et qui ne pourra faire telle ou telle action. Donc, après cela, on passe à la phase de testing et de débugage. Donc, pour voir en fait si réellement toutes les étapes de notre blockchain fonctionnent réellement, s'il n'y a pas de problème, s'il y a des problèmes, donc on les règle avant la phase de lancement. Donc, après ce testing-là, une fois que c'est bon, on pourrait lancer la blockchain et il va s'en suivre aussi la création de la crypto qui va avec. Donc, on appelle cela une crypto native. Donc, le Bitcoin, c'est le même nom, c'est le Bitcoin. Pour Ethereum, vous avez l'Ether. Pour Solana, vous avez Sol, etc. Donc, voilà un peu les différentes étapes pour pouvoir créer une blockchain. Est-ce que ce lancement est gratuit? Donc, une fois on l'a développé, ce lancement, est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il se fait gratuitement? Oui, en fait, c'est que ce sont des logiciels que vous avez lancés vous-même. Donc, il faudrait en fait les déployer. Voilà. Donc, vous n'avez pas à payer en tant que tel, en fait. Voilà, parce que ce n'est pas comme si vous le mettez sur le cloud. Je ne sais pas si on se comprend. On ne met pas sur le cloud, en fait. Il y a la blockchain qui est là. Tu veux lancer, par exemple, ton produit et tout, tu le lances en fait sur le réseau et sans pour autant payer quoi que ce soit. Allô? Le micro est désactivé. Ok, désolé. Oui, Voilà, pardon. je vous disais merci pour ces réponses. Pour moi qui fait de la cybersécurité, la question qui me vient en tête là, c'est comment les problèmes de sécurité sont abordés dans l'espace blockchain et quels sont les mécanismes de protection des smart contracts quand les vulnérabilités qui peuvent être identifiées. D'accord. Très bonne question parce que dans plusieurs définitions de la blockchain, on nous dit c'est une technologie qui n'a pas de faille, etc. Mais il y a des attaques. Peut-être ce qu'on ne vous dit pas aussi, il y a régulièrement des attaques qui sont faites en fait sur la blockchain. Donc, notamment sur le réseau lui-même, il y a des attaques. Il y a des attaques en fait sur les applications du réseau. Donc, on va les dissocier. Sur le réseau, on pourrait avoir l'attaque du 51%. Donc, qui dit que si vous avez pu vous emparer de 51% des nœuds, donc comme on a vu dans notre exemple, de 51% des participants, vous pouvez manipuler la blockchain à votre guise. Mais c'est quasi impossible. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plein de définitions où on vous dit que la blockchain ne peut être piratée parce que c'est quasi impossible de le faire en même temps. Donc, c'est très difficile. Donc, il y a les cyber attaques aussi. Donc, où vous aurez un nœud ou un participant qui va falsifier en fait des blocs à sa guise, voilà, pour pouvoir les miner. Puisque après, quand ils minent des blocs ou sinon quand ils valident des blocs, ils ont des gains en fait. Voilà, donc ceci pourrait aussi intervenir. Mais puisque tout le monde est informé dans le réseau que tel ou tel a fait telle action, donc on pourrait notamment le détecter en fait comme une attaque ou sinon voilà, une fraude. Voilà. Donc après, vous aurez comme tu l'as bien dit, il y a des attaques qui sont récurrentes sur les smart contracts. Il y a des flash loans qui se font vraiment
chaque mois, peut-être, on va le dire, on a toujours des nouvelles. Donc, les flash loans, c'est, ça va un peu plus loin, ça parle un peu plus du DeFi, mais ce sont des attaques qui se font sur des plateformes d'échange décentralisées, voilà, pour pouvoir tirer profit de certains échanges de crypto. Donc, mais pour pouvoir pallier tout cela, il y a des entreprises qui sont certifiées dans l'audit des smart contracts. Donc, je peux citer Certif, qui est très reconnu dans ce domaine. Il y a Consensus, qui est très connu aussi dans ce domaine, qui pourront certifier en fait vos smart contracts une fois écrits. Donc, ils vont l'auditer et s'il y a des failles, ils vous font le retour. Vous avez soit la possibilité de, voilà, de les prendre en compte ou pas, mais ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de ne pas les prendre en compte. Donc, et avant d'arriver aussi à ce stade, les développeurs devraient aussi prendre en compte différents aspects du développement d'un smart contract. Donc, avec Ethereum, qui utilise beaucoup Solidity, qui est reconnu comme un langage qui a beaucoup de failles. Donc, il y a beaucoup d'exploitation à ce niveau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire sur ce point-là. Mais il y a des mesures, comme je l'ai dit, à prendre en compte. Il faudrait bien calibrer son smart contract à ne pas dévoiler des informations qui sont trop personnelles parce qu'on pense que quand c'est privé, on ne peut pas voir sur la blockchain, mais on peut quand même voir toutes les informations qui sont stockées, même si elles sont privées, on peut les voir dans la blockchain. Donc, ça pourrait être un appât, voilà, ou sinon une porte d'entrée pour des hackers. D'accord, d'accord. Merci Suleiman. Je pense que pour ceux qui nous prennent la première fois, donc Cybercafé, c'est la communauté de professionnels et de passionnés du numérique. On se réunit tous les samedis, donc c'est la 19e session. Donc c'est 19 samedis qu'on se réunit chaque matin à 9 heures. On se donne 30 minutes pour parler d'un sujet. La dernière question que je veux poser peut-être à Suleiman et aussi également à l'audience pour ceux qui sont connectés. Déjà, je vous invite à déjà vous abonner à la page. À côté de ça, vous pouvez juste lever la main pour prendre la parole, pour partager votre analyse. Pour ceux qui sont dans le domaine, poser des questions à Suleiman. Et puis répondre aussi à la question que je vais lui poser, à savoir quel sera l'impact de l'IA sur la blockchain. Donc, vous avez juste à lever la main. Il y a un petit bouton en bas. Vous levez la main pour partager votre analyse si vous intervenez dans ce domaine, ou poser une question ou intervenir. Et je vais laisser Suleiman répondre à la dernière question. Et je vous invite vivement à prendre la parole, à poser une question ou à intervenir. Donc, Suleiman, quel sera l'impact de l'IA sur la blockchain? D'accord. Faut dire que l'IA a vraiment fait beaucoup de buzz en griffe ces dernières années, mais c'est vraiment une technologie qui sera capitale pour l'évolution de la blockchain. Voilà, dans le sens que on pourrait utiliser l'IA pour collecter des données. Voilà, d'abord, puisque c'est ce que c'est fait de mieux aussi, collecter des données et ensuite détecter des fraudes, voilà, sur le réseau de la blockchain. Donc, on pourrait faire des analyses comportementales pour pouvoir détecter des fraudes, des attaques liées à la blockchain. On pourrait utiliser l'IA aussi accouplé à la blockchain dans le domaine de la santé, voilà, pour pouvoir prévenir certaines maladies, ou sinon pour pouvoir suivre un patient, voilà, avec ces données qui seront stockées de manière très sécurisée dans la blockchain et qui pourront être partagées seulement entre les médecins qui ont droit à ces documents-là. Voilà, donc, on pourrait suivre en fait l'état de santé de ce patient, voilà, et prévenir voilà, de nouvelles maladies qui pourront voilà, le sommer. Donc, ça va plus loin encore. Hein. On peut utiliser l'IA dans l'immobilier. On pourrait utiliser notamment l'IA dans l'éducation aussi pour pouvoir suivre aussi le parcours d'un certain étudiant ou d'un certain apprenant, voilà, afin de lui donner une éducation voilà, spécialisée voilà, pour son cursus, par exemple. D'accord, d'accord. Merci Suleiman, merci pour ces réponses, merci pour ces éléments des réponses. On va laisser la parole à Io pour sa question ou son intervention. Ensuite, après, ça sera le tour de Rafik et on va terminer par Aimé Emmanuel.
Donc déjà, désolé si on dépasse la session de peut-être 2 à 3 minutes et on va clore après les trois interventions. Ok, voilà, merci. Bonjour à tous. Merci Souleymane pour ton témoignage. Moi, j'avais deux questions. Déjà, la toute première, c'est aujourd'hui, comment je vais dire, quel est aujourd'hui l'apport de la blockchain pour nos pays africains? C'est, tu as parlé de la Sierra Leone, qu'il a utilisé pour ses élections, mais pour l'ensemble des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la blockchain? Et ma deuxième question, c'est que tu as parlé de blockchain, tu as parlé de réseau, tu as parlé de minage. Donc, tout ça là, ça demande de la puissance, ça demande beaucoup de traitement et beaucoup de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, la blockchain est accessible à tout le monde ou bien quels sont les critères minimum requis qu'il faut prendre en compte pour quelqu'un qui veut se lancer dans du développement de blockchain? Merci. D'accord, merci bien, Yeo, pour la question. Donc, la première question, c'était de savoir quelle est vraiment la place de la blockchain dans nos pays. Il faut dire que la blockchain a certains freins, dont des freins politiques. Ça, c'est pas seulement en Afrique, ça se fait aux États-Unis, en Europe. Euh, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on a une vision plutôt euh, dirigée sur la crypto-monnaie. Voilà. Pour l'instant, pour ce que je vois, pour ce que j'entends, c'est plutôt sur la crypto-monnaie qu'on est plus orienté. Mais je ne dis pas il n'y a pas de travaux qui se font ou qui se feront. Ça viendra avec le temps. Mais il faudrait pour cela que la blockchain soit un peu plus démocratisée pour que les uns et les autres puissent comprendre comment est-ce que ça fonctionne réellement. Donc, on a au Ghana, nos pays voisins, qui a lancé une plateforme, voilà, d'enregistrement de terre. Donc, on le sait, hein, partout où il y a tellement de problèmes de terre et tout. Donc, une fois que ces informations sont enregistrées dans la blockchain, nul ne peut voilà, falsifier tel document pour dire que cette terre ou cette parcelle m'appartient. Donc ça, je pense que c'est déjà un point très avancé. Si nos pays francophones, on pourrait peut-être s'appuyer dessus, ou sinon euh, créer d'autres use cases, voilà, et les mettre en place, ce serait top. Mais pour le moment, en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore vu de use case vraiment mise en place et à part la crypto-monnaie. Donc, pour répondre à ta première question. Et ta deuxième question, c'était de savoir euh, comment est-ce qu'on pourrait voilà, se lancer si, avec ces questions de minage et tout. Effectivement, c'est un point très essentiel parce que des deux côtés, quand on parle de minage ou qu'on parle de validation, il y a un coût. Voilà, parce que le minage, ça demande beaucoup d'énergie, donc consommation d'électricité. Il faudrait trucs, des appareils assez puissants. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ça, il faut le dire clairement. Et côté validation, donc les validateurs qui sont plus du côté du proof of stake, qui, eux, ont besoin de 32 Ethers. Si on va sur la base de l'Ether qui vaut aujourd'hui 1800 $, donc avoir 32 Ethers pour pouvoir être un validateur, je pense que c'est quand même beaucoup aussi. Donc, c'est vrai, c'est pas vraiment accessible à tout le monde. Mais ça n'empêche pas, voilà, chacun aussi de choisir ce qu'il voudrait faire, puisqu'il y a plusieurs options. Si vous êtes dans le domaine du développement, vous pouvez être un développeur. Donc, les développeurs, il y a deux. Vous pouvez être un core développeur, donc développeur pour des blockchains, ou sinon développer même des applications autour de la blockchain. Merci Suleiman, merci pour ces réponses. On va passer la parole à Rafik et ensuite après Aimé Emmanuel. Rafik, je ne sais pas si vous avez une question. Oui, Vous l'intervenez. oui, bonjour à tous. Merci Souleymane hein, pour les explications. Alors ma question rejoint un peu ce que tu as dit. Alors ce qui a été dit précédemment, c'était l'impact de la blockchain effectivement dans le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de problèmes là qui sont en train d'arriver
avec les changements climatiques, on dit aussi que la blockchain est très consommatrice en termes d'énergie. C'est quoi les orientations est-ce que selon toi, ça va continuer quand même on va quand même continuer à appuyer ces technologies-là? Ou est-ce que les gouvernements vont quand même mettre un frein, par rapport à son développement? Désolé, Rafik, j'étais un peu déconnecté, donc je vous ai perdu au fil de la question. OK, Est-ce que vous pouvez je répondre rapidement? d'accord, OK. En gros, ma question, c'est aujourd'hui avec le développement durable, en fait, on se rend compte quand même que la blockchain est, semble-t-il, très consommatrice d'énergie, comme tu l'expliquais avant et qui avait besoin de beaucoup d'énergie. Quelle est la vision aujourd'hui d'un peu toutes les instances là qui se sont lancées dans la blockchain depuis 10 ans, quoi, au moins, enfin peut-être 10 ans, que ça soit les banques, les gouvernements ou les entreprises. Est-ce que réellement ces investissements-là vont continuer à se développer? Est-ce que ces technologies-là vont continuer à se développer ou bien risque d'y avoir des freins? Euh, merci Rafik pour la question. Je pense que c'est une question qui fait beaucoup de débats. Voilà. Est-ce que la blockchain pourra survivre? Est-ce que, elle pourra continuer à nous servir? C'est vrai que du côté du minage, il y a beaucoup d'appréhension. Il y a cette consommation d'énergie assez forte. Mais n'oublions pas en fait que ce n'est pas en fait la seule ce n'est pas le seul consensus en fait qui existe en fait. Voilà. Donc Ethereum, je prends l'exemple d'Ethereum parce que Ethereum a fait ces deux phases. Donc Ethereum était au départ comme le Bitcoin qui utilisait des mineurs et tout. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu vraiment de la pression derrière, mais l'année dernière, ils ont changé, ils ont switché du proof of work au proof of stake. Donc là, maintenant, les mineurs ne sont plus on ne les appelle plus des mineurs, mais plutôt des validateurs. Donc, qui devront déposer 32 Ethers, comme je le disais, voilà, sous forme de garantie pour pouvoir maintenir un peu la communauté de la blockchain et tout. Donc, ce n'est pas seulement voilà, ce côté de mineurs qui existent. Mais ça, pour ces entreprises qui se sont déjà lancées dans ce processus, je pense qu'elles n'ont pas le choix que de continuer à exister sur ce modèle. Parce qu'après, quand Ethereum même a changé de pôle, quand Ethereum a switché, il y a certains qui sont restés en fait sur le proof of work. Donc, ça a créé un fork, donc une division voilà, de la blockchain. Donc, certains sont toujours restés de l'autre côté et l'autre partie est partie sur le proof of stake. Donc, après, est-ce que les gouvernements pourront peut-être mettre un frein ou sinon, est-ce que la blockchain pourra continuer? Je pense que ça, c'est mon avis. Je pense que à l'heure actuelle de l'avancée de cette technologie, il serait très difficile de stopper la blockchain parce que elle s'infiltre dans plusieurs domaines actuellement, notamment les supply chains, donc les chaînes d'approvisionnement, où on retrouve Walmart, on retrouve comme des entreprises telles que Nestlé qui utilisent en fait cette technologie pour pouvoir tracer leurs aliments voilà, qui viennent depuis la production et tout. Donc, ça serait un peu difficile de stopper la blockchain parce qu'en même temps, il y a tellement d'innovation dans ce domaine que à chaque fois, à chaque point, il y a des solutions voilà, qu'on essaie d'apporter pour pouvoir pallier à certains problèmes. D'accord. Merci, Suleiman, pour ces éléments de réponse. Et effectivement, je pense que les enjeux écologiques sont à prendre en compte et à considérer dans ce développement de blockchain. On va prendre la dernière question. On a dépassé le temps de 7 minutes, mais on va prendre la dernière question de Aimé Emmanuel et clore là-dessus. Allô, bonjour, désolé pour le retard, je vous ai pris en cours. Alors, moi, ma question serait de savoir, est-ce que déjà la blockchain est suffisamment démocratisée pour que on puisse avoir des développeurs qui s'y intéressent? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très abstrait dans sa compréhension, avec beaucoup de techniques et beaucoup de théories déjà à avoir. Souvent, on se limite juste à la crypto-monnaie et on oublie le côté smart contract qui est derrière.
est-ce que déjà nos pays ou bien nos ministères d'éducation s'intéressent réellement à ça? Parce que je me dis que la blockchain est venue en même temps que l'IA, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA prend le pas sur certaines choses et la blockchain reste à son niveau comme une technologie moins utilisée, pourtant très très efficace, qui pourrait aider beaucoup d'industries et même beaucoup d'États dans leur développement. Donc, est-ce que la question, est-ce que c'est suffisamment démocratisé pour tous, que ce soit pour les développeurs, que ce soit pour les structures étatiques, que ce soit pour les industries, surtout dans nos pays africains qui semblent ne pas connaître cette technologie-là et se tourner principalement vers l'IA. Voilà. D'accord. Merci bien pour la question, Aimé. Je pense que c'est aussi un point très essentiel sur lequel tout le monde se pose beaucoup de questions aussi. Mais il faut dire que la blockchain est encore, comparée à certaines technologies, on va dire que la blockchain est encore nouvelle. Même si ça fait, on va dire pratiquement 10 ans que ça fait le boom, mais c'est encore une nouvelle technologie. Donc, la démocratisation prendra du temps. Donc, chacun essaie de faire de son mieux pour pouvoir démocratiser, promouvoir la blockchain. Et entre autres, c'est ce que fait ici Cybercafé. Donc, en prenant des thèmes pour essayer de les déchiffrer, de les dégrossir, pardon, de les dégrossir, afin que tout le monde puisse comprendre de façon naturelle, de façon simple, ce que c'est, voilà, ces technologies ou sinon ces thèmes un peu trop mystifiés, en fait, en griffe. Donc, pour des développeurs, on va dire que c'est pas aussi démocratisé. Comme je disais, c'est vraiment nouveau. Il y a plein de développeurs qui ne savent même pas encore ce que c'est que la blockchain. Donc, quand on parle de blockchain, d'abord, on ne sait pas ce que c'est que la blockchain. Mais une fois qu'on parle de Bitcoin, tout le monde a le sens éveillé parce qu'on reconnaît Bitcoin. Mais on reconnaît Bitcoin par la crypto-monnaie, en fait. Puisque c'est le même nom, donc du coup, ils ne font pas forcément allusion à la blockchain, mais plutôt à la crypto, comme tu l'as dit. Tout le monde est beaucoup focus sur la crypto. Donc, tout le monde essaie de faire son mieux, hein, voilà, pour pouvoir démocratiser cette technologie qui, je pense, serait très, très efficace dans plusieurs domaines, voilà, dans nos pays et notamment aussi dans l'éducation, pourquoi pas, pour la certification des documents, des diplômes, par exemple, on pourrait l'utiliser à bon escient. Donc, voilà un peu ce que je pourrais apporter comme élément de réponse. D'accord. Merci Suleiman, merci à tous, hein. Donc, je rappelle que Cybercafé, c'est la communauté de professionnels et passionnés du numérique. Donc, déjà, je vous invite à vous abonner. Donc, on se donne rendez-vous tous les samedis. Donc, soyez-en sûrs, samedi prochain, on aura un sujet, on aura un thème. On parlera de personal branding pour ces personnes qui sont dans le domaine du numérique. Donc, très heureux d'avoir échangé avec Suleiman. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour vous proposer en tant que speaker, ou proposer des personnes que vous connaissez, ou proposer des thèmes. Et rendez-vous samedi prochain. Merci encore à Suleiman d'avoir évoqué ce que c'est la blockchain, ce que c'est les smart contracts, d'avoir donné des use cases et d'avoir répondu aux questions. Excellent samedi à vous, portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain pour 30 minutes de session d'information et de partage autour du numérique. Merci encore à tous et très Merci. très bonne journée. Merci à tous. Je remercie tous les intervenants, tous les participants. Merci aussi à Tidiane et l'équipe Cybercafé, voilà, pour l'invitation. Et j'espère, voilà, qu'on sera encore nombreux le samedi prochain pour aborder le thème dont a parlé Tidiane tout à l'heure. Merci et bon week-end à tout le monde. Et on se dit samedi prochain. Merci beaucoup, merci. Très bonne journée, au revoir.